Donc on accueille Leïla Maroutaef, qui a mené un inventaire sur les rivages de tout le tour du Golfe, qui va nous présenter à la fois la méthode et quelques résultats. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, c'est la deuxième fois de ma vie que je parle dans un micro, donc voilà, et devant une si grande assemblée. Donc j'espère que vous me pardonnerez d'être très proche de mes fiches pour me rassurer. Et je demande aussi aux forestiers présents de me pardonner pour quelques raccourcis que j'aurais pu prendre pour la compréhension générale de tout le monde. Voilà, donc vous l'aurez compris, je m'appelle Leïla Maroutaef, je travaille au Parc naturel régional dans le cadre du plan de paysage, à la réalisation d'un inventaire précis du patrimoine arboré du littoral pour définir des scénarios de gestion qui serviront à pérenniser ces espaces boisés. Donc je vais commencer par vous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour l'inventaire. Ensuite, je vous présenterai la mise en œuvre ainsi que les premiers résultats de cette étude. Alors la méthodologie. On a commencé par définir un périmètre le plus cohérent possible pour cette étude. On s'est donc basé tout d'abord sur le périmètre du site inscrit. Ensuite, on a découpé une bande littorale de 300 mètres. Et on a redécoupé encore au niveau de la zone de crête et en regardant quelle était la visibilité depuis la mer sur ces paysages. À l'échelle du Golfe, ça donne ça. Un joli terrain de jeu de 2600 hectares. Vous retrouverez avec la ligne rouge le site inscrit, en couleur les communes, et en grisé en fait les communes de l'Armor-Baden et l'Île aux Moines qui malheureusement ne font pas partie du parc. On a d'abord recherché des données existantes qui étaient susceptibles de nous aider. Donc pour diverses raisons, on s'est basé sur la couche d'occupation des sols à grande échelle qui a été établie sur la base de la photo aérienne de 2013 par un bureau d'études pour le compte de Géobretagne et des EPCI morbihanaises. Elle permet de localiser mais aussi de quantifier ces espaces boisés et donne déjà quelques indications sur leur nature. Pour vous donner une idée, en termes de proportion, la zone d'étude, donc comme je vous l'ai dit, représente 6200 hectares. Sur les 6200 hectares, il y a 20% de surface boisée. Une petite parenthèse, on l'a vu déjà précédemment, mais je vais pouvoir vous donner une petite proportion. En 1848, toujours selon l'occupation des sols, c'était seulement 3% de surface boisée sur la même zone. Donc il y a une petite évolution. On a multiplié par 6 les surfaces boisées finalement sur cette zone. Alors pour cette phase terrain, % de l'entièreté en fait des surfaces boisées de la zone d'étude ont été observées. Ça représente à peu près 1000 hectares. Oui, ça fait les cuisses. Donc on a élaboré une fiche de saisie de données qui a été associée à un outil de cartographie et qui nous ont permis de relever directement, qui m'ont permis de relever directement sur place un certain nombre de données. Notamment le type d'espace boisé, donc est-ce qu'il s'agit d'une futaie, est-ce que c'est plutôt un peuplement spontané, un taillis, etc. Les catégories de diamètre qui nous donnent des renseignements sur la maturité des peuplements, entre guillemets leurs âges, petit raccourci. Et puis donc quelques informations comme la présence, leur présence dans le paysage. Est-ce que c'est un peuplement qui est plutôt opaque? Est-ce qu'on voit à travers? Est-ce que voilà, est-ce qu'ils sont plutôt au premier plan? Est-ce que ces arbres sont plutôt à l'arrière-plan? Ce genre de renseignements. Et également des renseignements sur leur état de santé. Ça, c'est un paramètre que je vais développer un peu plus tard. Pour la mise en œuvre, la plupart du terrain s'est effectué donc par la terre, par le sentier littoral et en faisant le tour des parcelles, dans le respect de la propriété privée. Comme on l'a vu, en fait, le littoral, c'est vraiment une grande majorité de propriété privée, donc c'est assez compliqué à observer. Mais bon, en faisant le tour, on peut quand même avoir pas mal d'informations. Ensuite, on a également fait une phase terrain par la mer, ce qui nous a permis finalement d'aller observer des zones qui étaient plus difficilement accessibles, et notamment de faire le tour des îles. On espère également
pouvoir faire une campagne photo en ULM à basse altitude sur tout le littoral du Golfe, ce qui nous permettrait d'avoir vraiment des perspectives paysagères intéressantes. Maintenant, il faut beaucoup de bonnes conditions réunies en termes de météo, de saison, etc. Et on espère que ça va pouvoir se faire. Alors, quelques résultats maintenant. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que la phase terrain vient tout juste de se terminer. Et comme vous l'ont présenté les étudiants tout à l'heure avec leurs petits diapos, avec toute l'araignée des enjeux, c'est à peu près avec tous ces enjeux-là qu'il va falloir croiser toutes les données qu'on a récoltées. Donc ça demande un travail de fond qui est très très important. Mais on a quand même des données de base déjà disponibles, telles que la répartition des essences principales. Donc en termes de surface occupée, on a le chêne pédonculé qui est en tête avec donc 20% de surface occupée. Viennent juste après donc le chêne ici, le pin de Monterey, le pin maritime et le cyprès, presque à proportion égale. Ensuite le châtaignier, le saule et le chêne vert qui est toujours présent, qui garde bien sa place et qui est donc sans doute amené à évoluer. 25% d'autres feuillus, parmi lesquels de l'orme, du hêtre, etc. Et 13% de divers résineux, dont du sapin pectiné, du Douglas, etc. Alors on l'a vu précédemment dans la présentation de Monsieur Le Boulaire. Si on s'imagine dans un futur lointain proche finalement, que le chêne pédonculé pose problème au niveau du réchauffement climatique, et ben voilà, en fait c'est une des essences principales du littoral du Golfe. Donc il faut effectivement réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. Alors pour les plus rapides en calcul mental, on parlait tout à l'heure, toujours avec les étudiants, des commentaires qui ont été faits sur les différentes essences du Golfe. On dit que c'est très vert foncé, qu'il y a beaucoup de résineux. Alors qui parmi vous pense qu'il y a plus de résineux finalement autour du Golfe que de feuillus? Personne, quels bons élèves. Vous avez calculé super vite. Ben, vous avez raison. Effectivement, sur le Golfe, il y a 60%, environ 60% de feuillus pour 40% de résineux. Donc bon, on peut quand même dire que c'est assez équilibré. Donc une des grandes questions qui se pose également, c'est donc l'état de santé de tous ces boisements. Donc pour observer l'état de santé, on s'est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode d'Epéris, qui est une méthode élaborée par le département santé-forêt de l'ONF et qui consiste à donner une note de 0 à 5 à la mortalité de branches ou au manque de ramification ou d'aiguilles pour les résineux. Et on obtient alors un code sous la forme d'une lettre qui va de A jusqu'à F, A étant un état de santé parfait et F étant un état de santé très dépérissant. On note ce qu'on appelle le houppier notable, en fait, ce sont les 2/3 supérieurs du houppier, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui est ici. Quelques exemples pour que vous puissiez vous préfigurer de ce que c'est un arbre en bonne santé ou en très mauvaise santé. Ici, vous trouvez, donc c'est un chêne en hiver, ce sont des images de chêne en hiver qui nous permettent de bien observer la ramification. Donc ici, on a une bonne ramification, on ne voit pas le ciel à travers, on voit vraiment plein de petites branches, les ramifications, c'est les petites brindilles que vous voyez ici. Donc visiblement pas de branches mortes, pas de manque de ramification, on a un arbre en très bonne santé. Ici, on voit la différence, on a ce qu'on pourrait appeler des fenêtres finalement sur le ciel, donc un code plutôt C. Et ici un code E, donc un arbre en état de dépérissement avancé. Je voulais quand même vous mettre une petite carte des dépérissements à l'échelle du Golfe. Il y a assez peu de visibilité, mais on se rend quand même compte que la plupart des boisements sont dans le vert. Alors évidemment, c'est une donnée à prendre avec des pincettes, puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'enjeux à croiser, et puis il faut voir dans quelle évolution ils tendent. Si on a beaucoup de C, par exemple, il faut savoir si ils sont en train de devenir un peu plus résilients et de s'en remettre, ou est-ce qu'ils vont plutôt dégringoler. Donc tout ça, c'est à voir. Oui, je tenais à vous dire quand même que des arbres morts ou dépérissants au sein d'un peuplement, c'est des choses qui sont normales, en fait, naturelles. Nos anciens, eux, coupaient d'office tous les arbres morts et faisaient des forêts très propres. On n'avait pas l'habitude de voir des arbres morts en forêt. Aujourd'hui, ils sont un peu plus présents. Quand on voit un arbre mort, c'est un peu comme un point noir, finalement, au milieu d'un mur blanc.
Et si je vous demande qu'est-ce que vous voyez sur ce mur, vous allez d'office me répondre un point noir, alors qu'en fait la surface blanche est bien plus importante. Donc il faut toujours veiller à prendre ce recul quand on observe les paysages. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sanitaires majeurs, bien sûr que si, mais voilà, toujours veiller à prendre ce recul. Je vous ai pris quelques exemples un peu plus précis. Donc j'ai zoomé ici sur la côte sud, du côté d'Arzon, avec ici l'île de la Jument, l'île de Enten, et donc la côte arzonnaise. On trouve ici un boisement en rouge. Quand on analyse les données de plus près, il s'agit d'un peuplement qui est composé majoritairement d'ormes, avec en accompagnement un peu de chêne pédonculé et du frêne. Donc on sait que l'orme est atteint par la graphiose et il atteint difficilement le stade arbustif à différents endroits du golfe. C'est une essence qui est pourtant très présente et qui est pourtant une essence arborée. Donc ici en rouge, puisque l'orme est effectivement l'essence principale et qu'elle est touchée, enfin ils sont tous quasiment morts, quoi. Ici on a un code C, donc c'est un boisement qui est un peuplement spontané, un peu entre un peuplement spontané et une formation ouverte. Donc une formation ouverte, c'est ce qu'on pourrait, c'est en général soit une lande arborée, soit un peuplement qu'on appelle clair, donc avec très peu d'arbres. Et il est composé à part égale de chênes pédonculés, de cyprès, d'ormes, de pins maritimes et de saules. Un sacré bazar, n'est-ce pas? Mais il y en a pas mal des boisements comme ça sur le golfe. Le chêne pédonculé et le cyprès étant très dépérissants sur cette parcelle, on obtient effectivement un code C. Alors on peut faire un zoom particulier sur les îles de la Jument et de Enten, qui sont pas mal connues par le grand public pour ce genre de photographie. Donc ces deux îles sont l'habitat aujourd'hui des cormorans. L'habitat des cormorans est un habitat protégé, donc on ne peut pas par définition y toucher. Donc on voit effectivement ces arbres qui sont morts sur pied et ça dénote dans le paysage. Je tiens à vous faire remarquer qu'en fait ça représente 20% de l'île. Et en fait, tout le reste des arbres de l'île se portent quand même bien. Donc c'est quand même intéressant. Tchouk, ma petite fiche. Oui, c'est quand même assez intéressant parce qu'on croise plusieurs enjeux. Comme on disait, c'était important de croiser plusieurs données. En fait, quand on va agir sur les résultats, il va falloir prendre en compte justement certaines zones qui sont des habitats protégés, qui sont des zones Natura 2000, des espaces naturels sensibles, etc. Et on ne va pas pouvoir se permettre d'établir une gestion simplifiée. Il y a des arbres morts, on les coupe, ça fait moche. Enfin voilà, il va falloir prendre beaucoup de choses en considération. Une autre information importante, la capacité déboisement... Ah non, c'est inséré au mauvais endroit. Il y a d'autres... Dans les problèmes sanitaires, il peut y avoir la sénescence, il peut y avoir, comme on l'a vu, l'habitat de certaines espèces. Il peut y avoir, comme l'a présenté mon collègue tout à l'heure, finalement, des phénomènes d'érosion au niveau des racines, l'érosion côtière, mais aussi l'érosion pédestre, qui peut nuire à l'état de santé des arbres. Ici, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais c'est en fait tout un alignement de cyprès qui s'est couché, donc tous en même temps. Donc on a créé des haies brise-vent. C'est génial en fait, donc c'est des belles haies brise-vent. Ça fait effet voile aussi quand il y a des tempêtes, ça tombe tout d'un coup. Et puis ici, une jolie petite chenille processionnaire. Donc voilà, certains problèmes sanitaires. Donc un autre paramètre important, la capacité des boisements à se régénérer naturellement. Donc en vert, on peut constater les boisements qui ont une présence de régénération naturelle, et en rose ici, tous les boisements qui n'en ont pas. Donc on voit que c'est aussi assez équilibré. Mais en termes de chiffres, on arrive à 57% des boisements qui présentent de la régénération, et 30% n'en présentent pas. 13% n'ont pas pu être observés. On parle de capacité à se régénérer parce qu'encore une fois, il faut aller plus loin dans le raisonnement. Quelles essences se régénèrent? Si c'est de l'orme, bon on a peu d'espoir. Si c'est du chêne pédonculé, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et puis il faudra peut-être agir aussi sur le dosage de lumière pour que cette régénération puisse venir à terme. Donc un autre exemple de résultat, on parlait de catégorie de diamètre. Donc on a certains boisements qui sont arrivés, qui ont été plantés en même temps, on l'a vu aussi tout à l'heure, et qui arrivent à maturité, voire dans un stade de sénescence, alors qu'en fait rien n'est prévu pour leur renouvellement.
Donc on peut aujourd'hui les localiser. Donc ici j'ai fait un tout petit zoom, c'est la rivière du Bonneau, avec quelques boisements qui sont arrivés à maturité, qui ont vocation, c'est souvent des futaies résineuses régulières, qui ont vocation donc à être coupées à blanc. Donc même avec quelques années d'intervalle, ça fait des trouées dans le paysage. Aujourd'hui, on a environ 55 hectares sur le golfe de ce genre de boisement, sur lesquels il est a priori trop tard pour agir. Hein. Alors vous allez me dire, 55 hectares sur les 6200 de la zone d'étude, ça représente une goutte d'eau finalement dans le golfe. Maintenant, si on prend un peu de recul, si on s'ouvre en fait sur l'avenir, il faut bien s'imaginer qu'en moins de 50 ans, gros raccourci, les forestiers, désolé, c'est tous les arbres qui sont en catégorie inférieure, donc les bois, ce qu'on appelle les bois moyens, vont passer dans la catégorie supérieure, donc gros bois, très gros bois, et donc arriver mature. Et ces boisements-là, ça représente 275 hectares au niveau du golfe. Donc sur ces boisements-là, on peut encore a priori agir, parce qu'il nous reste 50 ans, peut-être un peu moins. Voilà, maintenant, à nous de déterminer comment on va pouvoir agir. Cool, c'est bon, il me reste 5 minutes et j'ai plus que 4 lignes. Alors je vais prendre mon temps. Voilà. Comme ça, je vais éviter les questions. Alors, donc, du coup, voilà. En conclusion, pour pérenniser les espaces boisés du littoral du Golfe, la deuxième phase de travail va consister, comme je l'ai dit déjà, à croiser tous les résultats avec les nombreux enjeux de notre territoire. Donc que ce soit l'intégration paysagère de l'urbanisation grandissante, la préservation de la biodiversité, les nombreux enjeux climatiques tels que l'adaptation des essences ou l'érosion, etc., l'accueil du public ou encore la sécurité des biens et des personnes. La liste n'est pas exhaustive. En tout cas, en anticipant les problèmes, on se donne une chance de trouver les meilleures solutions. Merci. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. À moi? Oui. C'était pas prévu les questions. Navré, madame, de vous poser une question. Michel Chauvin, Maison de la culture bretonne de Vannes, dit Arvron, les Bretons s'intéressent à la culture, à la pérennité de leur culture, mais également à la pérennité de l'environnement. C'est pour ça que je suis là. Madame, je veux rester dans le sujet. Il y a des bouts de sentiers qui sont fermés parce que les arbres sont en mauvais état. Entre autres, une commune que je ne vais pas citer parce que c'est la mienne. Depuis plusieurs mois, c'est désagréable pour tout le monde. Qui est responsable? Qui est responsable de l'entretien? C'est bien le propriétaire, je pense. Et y a-t-il des astreintes afin que ces sentiers ne restent pas trop longtemps fermés? Merci. Bonjour monsieur, je suis ravie de votre question. Effectivement, on a... Oui, pas de problème. Alors, effectivement, je vois bien de quoi vous voulez parler, puisque moi-même, en parcourant le littoral, je me suis rendu compte de mortalité d'arbres très importante, qui mettaient en danger direct les utilisateurs du sentier. Alors, ce qu'il faut surtout noter, c'est que ces sentiers, ils sont vraiment fermés pour la sécurité des gens. Moi, quand j'ai parcouru ce sentier, en fait, j'ai vu des familles avec des enfants se balader sur le sentier avec un arbre mort dans leur dos, en regardant les paysages, en disant « Oh, tu vois, regarde les beaux paysages », avec des arbres qui sont susceptibles de tomber à n'importe quel moment, parce qu'ils sont morts sur pied. Il ne suffit pas d'un coup de vent. Hein. Donc voilà, ça c'est une chose très très importante, la sécurité. Ensuite, effectivement, quand la commune peut couper ses arbres, en général, elle le fait assez rapidement, mais dans le cadre de la propriété privée, c'est plus compliqué. Et il y a des possibilités d'agir. Et là, je vais passer le micro à Monsieur Goileau qui va pouvoir... Ça fera l'objet de la table ronde juste après. Oui, okay. Donc on va prendre quelques autres questions et vous aurez des éléments de réponse sur la table ronde qui suit. Monsieur Goileau, adjoint au maire de Baden, pourra répondre à votre question lors de la table ronde. En tout cas, ça rejoint l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est de traitement d'urgence grave quand quelque chose se présente.
et non pas de prise en compte d'une gestion de tout un patrimoine arboré d'une commune ou d'un organisme sur le long terme qui pourrait permettre d'intervenir tout le temps, mais de façon plus douce que de mener des chantiers juste pour solutionner un cas problématique. Bonjour, Patricia Poina. Par rapport à la question qui a été posée avant, on peut se poser tous la question de la surfréquentation, des sentiers par les nombreux événements de course qui ont lieu tout au long de l'année. Donc moi je suis arrivée à Vannes en 1976, donc j'ai eu le temps de voir le littoral évoluer. Je ne suis pas du tout contre, bien évidemment, la marche, la balade, j'en fais. Mais c'est vrai qu'il y a une accélération quand même de la quantité d'événements de course, les trails, à longueur d'année, sur des sols qui sont fragiles, hein, puisque c'est souvent du grissé, ce granit pourri qu'on a. C'est vrai que finalement, les racines des arbres constituent une armature, comme dans des fers dans du béton. Simplement là, maintenant, il y a une telle pression par toutes ces foulées sur les sols qu'on peut s'interroger. Alors, c'est vrai que c'est des problèmes économiques et politiques. Hein. C'est toujours vendre de plus en plus la marque Golfe du Morbihan pour assurer un développement. Voilà. Mais il y a quand même des questions à se poser avant qu'il soit trop tard. Alors est-ce que on va se pencher sur ce problème une bonne fois? Et encore une fois, je ne suis pas du tout contre les marcheurs. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. On mène, en partenariat avec la DDTM du Morbihan, une étude, donc le parc et la DDTM, sur l'état du sentier côtier. Donc à la fois la mise en œuvre de la servitude littorale, où est-ce qu'elle en est et dans quel état est le sentier côtier. Donc à l'heure actuelle, on a un collègue qui mène ce travail de diagnostic. C'est un peu tôt pour donner des conclusions, mais c'est une problématique que les communes littorales nous font remonter régulièrement, pas uniquement liées aux événements sportifs, mais bien à tout ce qui est de la fréquentation du sentier, l'usage des bâtons, sans les bâtons de marche, hein, sans petite protection. Il y a des communes qui ont pris des arrêtés anti-bâtons. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours. Nous, on en a conscience. Il y a aussi tout ce qui est lié à Natura 2000 et aux évaluations d'incidence en amont de ces événements. Donc c'est quelque chose qui est considéré. Après, je ne sais pas si parmi les services de la DTTM, il y a des compléments sur la question du sentier côtier. On pourra en échanger plus tard, mais voilà. C'est à l'esprit, en tout cas, du parc et des services de l'État. Absolument. Oui, bonjour, Adélie Janot de la DDTM. Dans le cadre du SMVM, il va y avoir aussi la mise en place d'un observatoire de la fréquentation du golfe du Morbihan. Donc il y aura peut-être aussi des éléments qui seront pris en compte dans ce cadre-là. J'avais simplement une remarque sur les cormorans de l'île de la Jument. S'ils sont là, c'est qu'ils sont tranquilles et que l'homme ne l'embête pas. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut bien leur laisser un espace à ces cormorans. Tout à fait, et qui plus est, si on venait à couper les arbres, en fait, ils iraient juste s'installer ailleurs. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, il faut juste... On a pris conscience aujourd'hui de l'intérêt et de l'importance de la biodiversité. Et donc il faut aussi s'habituer à un certain nombre d'arbres morts dans le paysage, etc. Voilà, ça fait partie de notre monde, en fait. Et voilà, c'est tout ce que je veux.